Je considère le peuple comme un propriétaire, et les gouvernements quels qu'ils soient comme des fermiers. Si le fermier administre la terre avec habileté, le propriétaire laissera le fermier gérer en paix durant toute sa vie le bien qu'il lui a confié. Après la mort du fermier, le propriétaire remettra à la même place les enfants de celui-ci qu'il aimait et qui lui a rendu service. Voilà pour la monarchie. Mais si au contraire le fermier trompe la confiance du maître, alors le propriétaire, avec raison, le renverra. Voilà pour la République. Cette citation, elle provient d'une lettre adressée par Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III, au député Narcisse Vieillard en 1836, et illustre assez bien un courant politique français pendant longtemps peu compris, le bonapartisme. Bienvenue dans cette émission consacrée à l'histoire politique française. Dans les premiers épisodes, nous avions évoqué l'idée selon laquelle il était préférable de parler des droites au pluriel plutôt que de la droite, en nous basant sur un ouvrage de référence du politologue René Raymond publié en 1954, intitulé Les droites en France. Dans cet essai, René Raymond avait émis l'hypothèse que l'aile droite de l'échiquier politique français au XIXe siècle s'était divisée en trois courants distincts, la droite légitimiste, la droite orléaniste et la droite bonapartiste. Nous avions passé en revue les deux premières en expliquant que si la droite légitimiste s'était confondue dans la philosophie contre-révolutionnaire, c'est-à-dire dans l'ensemble des courants qui s'opposaient aux acquis de la Révolution et étaient pour le retour d'une monarchie absolue, nous avions vu au contraire que la droite orléaniste avait accepté quelques acquis de la Révolution. Le droit de vote élargi aux citoyens les plus riches, la défense de la liberté de culte, la séparation des pouvoirs et la limitation des pouvoirs du roi, tels étaient les maîtres mots de cette droite qui avait embrassé les idéaux du libéralisme, que l'on avait défini comme le projet politique visant à protéger les droits individuels et économiques. Pendant longtemps, l'historiographie française a privilégié une analyse bipartite de la droite, c'est-à-dire que certains historiens ont considéré que le bonapartisme était une anomalie. Une anomalie qui s'inscrivait assez mal dans toute tentative d'élaborer des courants à droite. C'est notamment le cas de l'historien Albert Thibaudet, qui dans son ouvrage Les idées politiques de la France, publié en 1932, un ouvrage qui inspirera par ailleurs les travaux de René Raymond, avait surtout identifié la droite comme une opposition entre un courant libéral, moderniste, et d'autre part un courant réactionnaire traditionnaliste. Cette bipartition a d'ailleurs posé les bases de définition des droites orléanistes et légitimistes. Car en effet, l'idée d'une aile droite de l'échiquier politique qui se scindait entre un courant modéré et un courant radical, cela apportait une certaine clarté dans les esprits. En effet, une simple division entre libéraux et contre-révolutionnaires permettait de créer un curseur, c'est-à-dire une différence de degré entre les courants de droite, mais pas une différence de nature profonde. Toutes deux renvoyaient d'abord à un rapport de classe. Car sociologiquement, même si beaucoup de paysans furent royalistes, la droite légitimiste était d'abord le parti de la noblesse, et la droite orléaniste le parti de la bourgeoisie. Or le fait de savoir que l'une prenait l'avantage sur l'autre, notamment après la chute de l'Ancien Régime, la droite légitimiste a régné durant la Restauration, là où la droite orléaniste s'est illustrée sous la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848, eh bien, on a constaté que la bourgeoisie avait peu à peu dépassé la noblesse, et ce dépassement de la bourgeoisie sur la noblesse n'était interprété que comme un règlement de compte au sein de la classe dominante et des possédants. Il faut rappeler que sous la monarchie de Juillet, la gauche républicaine, qui existait déjà à cet instant, c'est-à-dire ceux qui étaient nostalgiques de la Révolution, et voulaient établir le suffrage universel et en finir avec la monarchie, eh bien cette gauche-là ne faisait pas de distinction majeure entre les deux droites, mais les percevait simplement comme des courants idéologiques cherchant à freiner, si ce n'est entraver, l'enracinement du principe de souveraineté populaire. Monarchie constitutionnelle ou monarchie de droit divin, tous deux avaient un point commun, leur refus de la souveraineté populaire, c'est-à-dire la crainte d'un pouvoir qui émanerait d'en bas. Après tout, la souveraineté populaire n'était-elle pas, sous la Révolution, l'apanage des jacobins coupeurs de tête? Pour comprendre ce principe de souveraineté populaire, qui est au cœur du projet de la gauche républicaine depuis la Révolution, il faut se tourner vers un philosophe majeur dans l'inspiration des thèses révolutionnaires, qui est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est un philosophe français du XVIIIe siècle, connu notamment pour son ouvrage Du contrat social publié en 1762. Dans cet ouvrage, Rousseau exprime l'idée selon laquelle le peuple constitue l'unique base du pouvoir législatif et le seul légitime dans l'élaboration des lois. Concrètement, cela signifie que, pour Rousseau, la loi ne peut être acceptable que dès lors qu'elle est le résultat de ce qu'il nomme la volonté générale. Et cette volonté générale, selon lui, en aucun cas ne peut s'exprimer indirectement. Si demain je décide par exemple de déléguer mon pouvoir à quelqu'un qui votera à ma place, rien ne garantit que cette personne respectera mon choix dans ses votes.
Peut-être même que ses intérêts personnels, comme sa réélection ou l'obtention de reconnaissance d'autres institutions, iront à l'encontre de mes intérêts. Voilà pourquoi, selon Rousseau, non seulement la souveraineté populaire implique un exercice direct du pouvoir du peuple, mais surtout, cela implique que ce même peuple est indivisible. Voici ce qu'il écrit au chapitre 15 du livre 3 du contrat social. Je le cite: La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point, elle est la même ou elle est autre, il n'y a point de milieu. Je sais ce que certains vont dire. Faire un podcast sur la pensée bonapartiste de droite, donc, n'est-il pas incompatible avec une réflexion qui partirait de Rousseau, un auteur de référence pour la gauche révolutionnaire? Il faut rappeler que pendant longtemps, le bonapartisme n'a pas été classé à droite. Je disais dans le premier épisode qu'hormis la droite contre-révolutionnaire, tous les autres courants politiques n'étaient que d'anciennes gauches qui s'étaient droitisées à mesure que des courants encore plus radicaux de gauche étaient apparus. Ce phénomène, théorisé par l'historien Albert Thibaudet sous le nom de sinistrisme, explique que la gauche constitue l'arbitre du positionnement politique. Par exemple, la droite orléaniste n'était en 1789 pas de droite, dans la mesure où elle était dans les rangs de ceux qui s'opposaient au droit de veto royal et à la monarchie absolue. Or, cette ancienne gauche s'est ensuite droitisée à mesure que la gauche s'est elle-même radicalisée, avant de finir définitivement à droite sous la monarchie de Juillet. Comme la droite orléaniste, la droite bonapartiste a hérité de certains idéaux révolutionnaires. La différence, c'est qu'elle n'a pas hérité des mêmes idéaux. Les historiens français, on pensera notamment à François Furet et à son ouvrage Penser la Révolution française, publié en 1978, ont souvent divisé la période révolutionnaire en deux dates, la Révolution de 1789 et la Révolution de 1793. Alors évidemment, cette distinction repose sur une thèse que l'on pourra qualifier de controversée. Controversée parce qu'elle s'inscrit dans une historiographie bourgeoise, c'est-à-dire que elle tente à faire de 1789 la bonne révolution, je mets évidemment des guillemets, et de 1793 la mauvaise révolution. Caricaturalement, il est souvent dit que là où 1789 c'est la révolution de Voltaire, 1793 est avant tout la révolution de Rousseau. Je m'explique, tandis que 1789 a mis l'accent sur la liberté, 1793 a souhaité y ajouter l'égalité. Alors je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les distinctions fondamentales entre les différentes gauches sous la Révolution, puisqu'après avoir étudié les droites, il faudra maintenant étudier l'aile gauche du spectre politique. Mais cette différence entre 1789 et 1793, on peut notamment la lire dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Cette déclaration, qui donc succède à celle de 1789, met davantage l'accent sur l'idéal de souveraineté populaire, mais également sur l'égalité des citoyens. Égalité qui devient un droit naturel mentionné à l'article 2, là où la déclaration de 1789 avait évoqué la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, sans parler de l'égalité. Du moins, pas comme d'un droit naturel, même si elle reconnaissait l'égalité devant la loi. Bien qu'il ne s'agisse pas ici de s'éterniser sur les distinctions fondamentales entre 1789 et 1793, cette mise au point s'impose dans la mesure où, si la droite orléaniste a puisé dans les idées de 1789, la droite bonapartiste a quant à elle davantage suivi l'esprit de 93, c'est-à-dire qu'elle a réussi à utiliser le principe de souveraineté populaire au profit d'un agenda politique. Et cet agenda politique, c'est le césarisme. Car si la droite orléaniste s'est inscrite dans l'idéologie libérale, la droite légitimiste dans les idées traditionnalistes, le bonapartisme a souvent été associé en histoire des idées à ce que l'on nomme le césarisme démocratique. Une fois de plus, un travail de définition s'impose. Un travail de définition s'impose parce que, contrairement au libéralisme et au traditionnalisme, le césarisme n'est pas un courant de pensée au sens strict. C'est-à-dire qu'il s'inspire d'abord d'un mode de gouvernement historique plutôt que d'idées abstraites. Dans césarisme, il y a César. Jules César était un général romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, ayant mené la guerre des Gaules, une série de campagnes militaires entre plusieurs peuples gaulois et la République romaine, guerre qui s'est soldée par la défaite de Vercingétorix lors de la bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Voilà qui doit rappeler quelques souvenirs de l'école primaire à certains, et s'il convient de préciser ce détail, c'est parce que Jules César était, comme Napoléon Bonaparte, un homme d'armée connu pour ses talents militaires, des talents qui les porteront tous deux au pouvoir. En moins 49, César est nommé dictateur. Il faut rappeler au passage que dans l'Antiquité, le dictateur n'est pas un tyran.
mais un individu qui se voit confier pour une courte durée des pouvoirs d'exception en période d'urgence, comme une révolte ou une guerre par exemple. Si aujourd'hui on associe le dictateur au tyran, il convient de rappeler qu'en histoire des idées, les deux termes ne sont pas synonymes. Le tyran est d'abord quelqu'un qui cherche à imposer son caprice privé en oppressant son peuple, là où le dictateur, en théorie, cherche d'abord à assurer le salut public, c'est-à-dire la protection du peuple, en limitant certaines libertés au nom de l'intérêt général. Le philosophe italien Machiavel, connu notamment pour sa théorie politique sur l'organisation et la conservation du pouvoir, en appellera d'ailleurs dans son discours sur la première décade de Tite-Live à l'arrivée d'un dictateur à même de réaliser l'unification italienne. Évidemment, le dictateur et le tyran sont aujourd'hui devenus presque synonymes, car si la plupart des dictateurs romains, à l'image de Sylla ou encore Cincinnatus, rendirent effectivement le pouvoir, car oui, il faut rappeler que le mandat de dictateur ne doit en théorie pas excéder 6 mois, Jules César décida de ne pas le rendre et se fit proclamer dictateur à vie en -44 avant de se faire assassiner. Mais concrètement, quels sont les principes du césarisme? Pour résumer, il s'agit d'un régime politique qui base sa légitimité sur une relation directe entre un chef charismatique et le peuple. Cette relation directe prend deux formes institutionnelles, c'est-à-dire qu'elle s'exerce par deux mécanismes d'orientation du pouvoir. D'abord, le plébiscite, c'est-à-dire une consultation directe du peuple sur une question donnée. Puis deuxièmement, la supériorité du pouvoir exécutif, c'est-à-dire de ceux qui appliquent les lois, sur le pouvoir législatif, c'est-à-dire de ceux qui les votent. Dans un régime césariste, parce que l'expression de la volonté directe doit, du moins en théorie, primer sur tout autre pouvoir, au nom de quoi les parlementaires s'arrogeraient-ils le droit de décider du sort de la cité? Ce qui permet d'entretenir ce tandem entre le peuple et le chef, c'est évidemment la création d'un mythe autour de ce chef. Le fait qu'il soit un militaire couvert de gloire participe évidemment à la formation d'une légitimité solide. Le sociologue Max Weber définissait notamment la légitimité comme la capacité d'un groupe, ou d'une personne en l'occurrence, à faire accepter son pouvoir et sa domination. Parmi les formes de légitimité, il prenait notamment le cas de l'autorité charismatique, c'est-à-dire d'une légitimité asseyant la domination par le prestige et les exploits d'un homme. Alors, le césarisme est un concept qui fait l'objet de plusieurs fantasmes en histoire des idées. On pensera notamment aux penseurs marxistes à l'image de Gramsci ou Trotsky, qui ont beaucoup écrit sur les relations entre fascisme et césarisme, mais également aux intellectuels de la révolution conservatrice allemande comme Spengler, qui parlaient du césarisme comme de la fin d'un cycle des civilisations. Si le césarisme nourrit une fascination, c'est parce qu'il a démontré une chose, que souveraineté populaire et projet autoritaire ne sont pas incompatibles. Car une fois les pleins pouvoirs donnés à un homme par plébiscite, rien ne garantit que celui-ci les rende un jour. Mais revenons-en aux événements politiques. Le 9 novembre 1799, un coup d'État orchestré par l'abbé Sieyès, figure libérale qui souhaite trouver un soutien militaire en surfant notamment sur la popularité de Bonaparte, renverse le gouvernement instable du Directoire. Une constitution, qu'on appellera la constitution de l'an 8, car rappelons-le, nous sommes encore sous le calendrier républicain, consacre la primauté du pouvoir exécutif sur le législatif et Napoléon Bonaparte devient alors premier consul. Puis suite à une série de manœuvres politiques, Napoléon devient consul à vie en 1802 et enfin le consulat se transforme en empire héréditaire en 1804. Il est bon de rappeler que ces deux décisions n'ont pas été le résultat d'un coup de force, mais ont découlé de plébiscites, c'est-à-dire que le corps électoral, masculin j'entends, a, à l'écrasante majorité, adhéré au rétablissement d'un régime monarchique. Car rappelons-le, mais étymologiquement, monarchie provient de monoarché, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul. Une monarchie ne nécessite donc pas de principe dynastique. Il faut rappeler par exemple qu'Hugues Capet, premier roi capétien, a été élu. Plus de 40 ans plus tard, en 1848, ont lieu les premières élections présidentielles en France, et Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président de la Deuxième République au suffrage universel masculin direct. Il est donc élu principalement sur son nom, et si la Constitution ne l'autorise pas à se représenter, il décide pourtant de tenter un coup de force le 2 décembre 1851 en organisant un plébiscite sur l'extension de ses pouvoirs. Plébiscite validé à plus de 90%. Puis en 1852, un deuxième plébiscite vient légitimer la restauration de l'Empire, empire qui s'étendra jusqu'en 1870. Le bonapartisme, vous l'avez compris, c'est donc avant tout la volonté d'isoler le corps électoral des élites politiques en le mettant seul avec un homme providentiel qui agite les foules par son autorité charismatique. D'ailleurs, Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III,
disait « N'ayez pas peur du peuple, il est plus conservateur que vous ». Une phrase qui démontre bien que le bonapartisme, héritier du césarisme, c'est d'abord la capacité à utiliser le suffrage universel et le peuple au profit du rétablissement de l'ordre et de la suppression de certaines libertés, comme la liberté de la presse ou la liberté d'expression par exemple. Comme le souligne l'historien Michel Vinocq, la droite bonapartiste est avant tout une droite bâtarde de l'aventure napoléonienne, qui se base donc sur un corpus théorique bien moins fécond que les deux autres. Car si la droite orléaniste a puisé dans la philosophie libérale et la droite légitimiste chez les théoriciens de la contre-révolution, le bonapartisme tire d'abord sa doctrine de l'action politique de ses deux mentors, à savoir Napoléon Ier et Napoléon III. Michel Vinocq identifie en cela plusieurs aspects prépondérants du bonapartisme que l'on va analyser. Il s'agit premièrement d'une droite émotionnelle. Émotionnelle car, à l'inverse des orléanistes qui juraient par la raison individuelle et la capacité de l'individu à accéder à la vérité par son rationalisme, les bonapartistes ont d'abord un goût pour l'affect et un goût pour la symbolique. Cette symbolique, c'est d'abord la légende napoléonienne. On pensera tout d'abord, par exemple, aux tableaux de propagande du peintre Jacques-Louis David, qui ont participé à la glorification de l'épopée impériale, mais l'on pourra également citer l'éloge du philosophe Hegel, qui décrivait Napoléon comme, je le cite, « l'âme du monde », une âme selon lui amenée à réaliser la fin de l'histoire. Évidemment, ce mythe du héros hegelien sur son cheval qui domine le monde et amène les peuples vers l'aventure, ou encore l'image du demi-dieu dépeinte par Jacques-Louis David dans ses tableaux, sont révélateurs d'une mythologie réelle autour du bonapartisme. Et les écrits de Louis-Napoléon Bonaparte mettent également l'accent sur le rôle historique de la France et sur sa mission en Europe, ce qui accentue ce côté émotionnel de la droite bonapartiste. Voici notamment un extrait du discours de Bordeaux, prononcé par Louis-Napoléon Bonaparte le 9 octobre 1852, je le cite, « L'Empire c'est la paix, car la France le désire, et lorsque la France est satisfaite, le monde est tranquille. Nous avons partout enfin des ruines à relever, de faux dieux à abattre, des vérités à faire triompher. » Si pendant longtemps, l'éloge de la nation était un monopole de la gauche, c'est-à-dire que depuis la Révolution, le patriotisme exalté venait avant tout des legs du jacobinisme, le bonapartisme est quant à lui parvenu à s'emparer de ce patriotisme en lui donnant notamment une définition plus autoritaire. Deuxième aspect du bonapartisme, c'est avant tout une droite qui, contrairement aux ultra-révolutionnaires, accepte une grande partie des références de la Révolution. Pendant longtemps, Napoléon a été décrit comme un Robespierre à cheval, une phrase que l'on attribue tantôt à l'écrivaine Germaine de Staël, mais également au diplomate autrichien Metternich. Et celui-ci a suscité la haine des contre-révolutionnaires. Car il faut le rappeler, mais Napoléon était un ancien jacobin, ami notamment du frère de Maximilien de Robespierre, et qu'il avait notamment réprimé les insurrections royalistes en 1795. Bien qu'ayant restauré ensuite une forme de pouvoir monarchique, avec une concentration quasi absolue de tous les pouvoirs, le Code civil de 1804, la création des lycées et écoles militaires, ont malgré cela favorisé l'enracinement d'un principe, celui de la méritocratie, c'est-à-dire de la distribution du pouvoir aux plus méritants, un principe que l'on retrouve notamment dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose de la nécessité de fonder toute distinction sociale sur l'utilité commune, c'est-à-dire sur les capacités de chacun. Or ce principe de méritocratie est aux antipodes de la philosophie contre-révolutionnaire, qui met d'abord en avant le principe d'inégalité naturelle. Troisième aspect, le principe d'autorité du bonapartisme se traduit par la prépondérance du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, ce qui fait différence notamment avec l'orléanisme. En effet, le parlementarisme, c'est-à-dire la prépondérance du pouvoir des députés, n'est pas l'apanage de la droite bonapartiste, qui préfère avant tout fonder la légitimité politique sur la relation directe entre le chef et le peuple. Napoléon III dira lui-même, je cite, qu'il est du propre de la démocratie de se personnaliser dans l'homme qu'elle choisit. Et quoi de mieux pour cela qu'un régime plébiscitaire ? Après tout, la droite bonapartiste a été la seule à comprendre que le suffrage universel pouvait être mis au service d'un projet autoritaire. Autoritaire, mais pas nécessairement moins démocratique, car l'on sait par exemple les raz-de-marée bonapartistes à chaque plébiscite, dans les zones rurales à la faveur de Napoléon III. C'est toute la distinction notamment entre le libéralisme et la démocratie. Les libéraux ont toujours souhaité limiter la souveraineté populaire pour éviter ce genre de situation. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette distinction fondamentale et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo sur la pensée de Carl Schmitt. Le nom de Napoléon Bonaparte était sous la Deuxième République puis sous le Second Empire d'abord un argument électoral
pour toute une population qui, bien que non politisée, ne voulait ni de la monarchie, ni de la République des partageux, un terme employé notamment par les paysans de l'époque pour désigner les socialistes qu'ils voyaient comme une menace pour leur petite propriété privée. La sociologie du bonapartisme, c'est donc d'abord la paysannerie, à savoir cette masse de petits propriétaires que Marx nommait à raison les parcellaires, des paysans qui ont bénéficié de certains acquis de la Révolution, mais qui n'ont pas de conscience de classe commune. Dernier aspect du bonapartisme décrit par Michel Winocq, sont ni droite ni gauche. Car pour la droite bonapartiste, parce que la légitimité découle d'un rassemblement autour du chef, il est impératif d'allier ordre et progrès social pour contenter à la fois les conservateurs et la gauche républicaine. Si vous souhaitez saisir cette dimension populaire qu'a pu prendre la droite bonapartiste, c'est du côté des écrits et de l'action politique de Napoléon III qu'il faut se tourner. En 1844, celui-ci publie un ouvrage intitulé « De l'extinction du paupérisme », dans lequel il témoigne de son attachement aux théories du socialisme utopique. Mais laissons de côté les idées politiques pour se concentrer sur l'action, car politiquement, la mise en place du premier système de retraite en 1853, la dépénalisation de la grève en 1864, ou encore même la création d'une caisse d'assurance contre les accidents du travail font du Second Empire un régime qui est parvenu à se placer au-dessus des clivages de classe. Un positionnement politique que les autres droites n'étaient jusque-là pas parvenus à réaliser. Voilà notamment la force du bonapartisme. En 1830, la France était déchirée entre la peur du retour à une république et l'ombre de la monarchie de droit divin, et cette peur avait trouvé un centre, la monarchie orléaniste. Mais il s'agissait d'un centre bourgeois, de notables et perçus comme immobilistes. Or la solution bonapartiste a donc proposé un autre consensus, un consensus que Michel Winocq nomme à deux têtes, celle de gauche penchée vers la légitimité et la souveraineté populaire, le progrès social, et celle de droite vers l'ordre et le respect de l'autorité. La fin, on la connaît, le Second Empire s'effondre suite à la défaite de Sedan en 1870, et la Troisième République est proclamée. En 1877, la gauche arrive définitivement au pouvoir après la chute de MacMahon, et si la tripartition de René Raymond fait autorité au XIXe siècle, il s'agira prochainement de s'interroger sur la pertinence d'y avoir recours pour comprendre la France actuelle sous la Ve République. Merci d'avoir regardé, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et lire mes articles sur politophile.com.